Gustave Sonon, bonjour. Bonjour, Madame Nadège. Vous avez donc été ministre du président Boni Yayi. Vous avez été l'un des hommes très forts du gouvernement du président Yayi. Et aujourd'hui, vous êtes un peu au repos, on peut le dire ainsi. Alors, comment on passe sa vie d'ancien ministre? Comment vous mesurez qu'on est fort ou fort de régime? C'est par rapport au portefeuille ou pas? C'est par rapport au portefeuille. Vous avez quand même été ministre des TP. Oui. C'est un grand ministère du pays. Non. J'ai été un des hommes du gouvernement du docteur Boni Yayi. Ok, d'accord. Fort, faible, je ne sais pas. Peu importe. Peu importe. Alors, monsieur le ministre, comment vous passez votre vie d'ancien ministre? C'est beaucoup intéressant. Parce que ça fait quand même 2 ans que je n'ai plus le sommeil correct. Et j'ai passé environ 3 mois à me retrouver de façon, je vous l'ai dit sur le plan, comment je peux le qualifier. De toute façon, vous savez, dans le gouvernement du docteur Boni Yayi, c'était vraiment la course contre la montre. Donc ça a été très fort pour nous. Après cela, vous vous retrouvez de façon brutale au repos. Il faut que le corps s'adapte. Mais j'ai pris vraiment du repos et maintenant je me suis bien retrouvé pour reprendre encore le combat sous diverses formes, reprendre le service, je veux dire. Alors l'actualité nous oblige à parler du braquage qu'il y a eu seulement hier. Et on a remarqué donc qu'il y a une vague de braquage qui s'annonce du côté dans tout le Bénin. Qu'est-ce que vous pensez de l'insécurité sous le régime de la rupture? Non, il n'y a pas l'insécurité sous un régime particulier. L'insécurité, il n'y a jamais insécurité zéro dans un pays donné. Vous voyez, on assiste à des centaines, non pas de braquages, ce qui se passe en France, même aux États-Unis, presque tous les jours. Nous allons simplement demander au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir cerner, maîtriser un tant soit peu cette situation qui continue de perdurer. Et il faut avouer aussi que peut-être que ça s'est accentué parce que, compte tenu des conditions que nous vivons, déjà avec un changement de régime pour le même président, ça s'oppose. Et à plus forte raison, dès qu'il y a changement même de tout le gouvernement, je veux dire, après les présidentielles, c'est tout à fait logique. Nous savons qu'il y a des périodes d'insécurité, naturellement, l'apport des fêtes, etc. Mais nous ne sommes pas encore dans ces périodes, donc c'est pourquoi on va souhaiter simplement que rapidement les mesures soient prises pour cerner cette situation. Alors, monsieur le ministre, à Dantokpa, les femmes se plaignent, il y a méventes, il y a une morosité économique qui s'installe au pays. Est-ce que vous pensez que c'est les effets du nouveau régime, mais vous liez ça peut-être au changement de régime? Non, c'est lié au changement de régime. Au changement de régime, et puis ça a plusieurs explications. Ça a plusieurs explications parce que depuis 2014, nous étions dans un processus électoral. Et qui parle de processus électoral parle nécessairement de... Il y avait beaucoup d'argent qui circulait dans tous les sens. On a fait les législatives, les communales, les présidentielles. Donc, brutalement, tout ça s'est estompé. Même s'il y avait continuité, c'est sûr que les gens allaient ressentir un peu l'effet. Le flot d'argent qui sortait, ça doit couper à partir du 6 avril naturellement, quel que soit le régime. Maintenant, ça s'accentue. La seconde raison que je voulais dire, liée maintenant au régime, qui prend du temps pour faire l'état des lieux avant de prendre le bon nouveau départ. Et ce temps ne s'explique par les suspensions, les fonctionnaires, les petites primes qui trouvent tout est coupé, les dettes intérieures avec les petits fournisseurs, des gens à moins de 10 millions. Bon, j'aurais appris que quand même ça a démarré. Et n'oubliez pas que quand on est dans un processus électoral, même tout le CIFIP est coupé. J'aurais appris seulement qu'il y a environ 1 mois que ça s'est réouvert. Même sous nous, même aussi, nous n'avons plus accès totalement. C'est coupé parce qu'on mobilise les ressources pour pouvoir faire face aux échéances. Mais pour le nouveau régime, faire l'état des lieux, s'assurer que les dettes sont réelles, ça a pris du temps. Conséquent, ces petits sous que les fournisseurs vont prendre et réinjecter dans l'économie, ça ne sort plus.
Ce qui sortait des campagnes électorales, ça ne sort plus. Conséquence, il y aura la mévente. Tout le monde se plaint. Monsieur le ministre, on va parler à présent de la destitution des maires. C'est devenu fait courant un peu partout dans le pays. Tous les maires craignent entre griffes, on craint la destitution. Et beaucoup de collègues pensent que ce sont des actes politiques qu'il y a en dessous. Qu'est-ce que cela vous inspire, la destitution des maires? Ça n'a pas autre explication. C'est des actes politiques. Il faut avouer que, historiquement, nous savons que les sous-préfets sont directement nommés par le pouvoir. Donc pour la population, quand vous prenez un maire aujourd'hui, c'est le répondant du pouvoir au niveau local. La conséquence est que toutes les populations cherchent à ce qu'elles soient représentées au niveau du pouvoir exécutif qui dispose, c'est le pouvoir exécutif qui fait la répartition des richesses qui conviennent. La conséquence, c'est que quand il y a changement de régime, les guerres, c'est-à-dire c'est les guerres de leadership à l'interne au niveau de ces communautés qu'on mène pour pouvoir faire le repositionnement des gens. Je vais caricaturer un peu pour vous expliquer. Dans les localités, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez un ministre, vous avez un député et un directeur de société, les lobbies se forment autour de ces personnalités. Pour dire que bon, c'est là où les décisions se prennent. Et vous comprenez que depuis 6 avril, nous avons de nouveaux responsables. Ça veut dire que nous qui étions là, où les lobbies se formaient autour de nous, ne sommes plus au pouvoir. C'est les autres qui sont au pouvoir maintenant. Et ceux-là vont chercher à avoir des appuis au niveau local pour que s'ils descendent dans leur région, ou bien même s'ils ne sont pas là, que bon, les messages qui passent, que ça puisse continuer. Malheureusement, c'est le développement qui prend un coup. Mais je dis, tout ça aussi, c'est la population qui les pousse. Parce qu'aucune population ne souhaite que sa localité soit dans l'opposition. Parce qu'on a l'impression que si c'est dans l'opposition, c'est comme si on n'aura rien. Donc, c'est une situation totalement politique qui n'est pas du fait du pouvoir central directement, mais du fait des, comme je l'ai dit tout à l'heure là, les personnalités qui sont rapprochées au pouvoir central, mais qui sont dans ces localités. Et la situation est d'autant plus compliquée que quand vous entrez dans une localité, même si toute la localité est favorable au régime, à l'intérieur, vous avez encore des sous-groupes. Donc, par rapport à ces sous-groupes, on va dire les conseillers sont plus proches de tel et on a choisi telle personne pour nous représenter, il faut destituer. L'autre fait, c'est que la plupart des mairies les maires ont été élus non pas avec des majorités confortables. C'est peut-être à un conseil près qu'on arrache de force. Maintenant que les élections sont terminées, on dit bon, on va refaire encore les 4. C'est ce qui se passe. Mais les gens pensent que ce sont des maires, c'est bien qu'on est en train de destituer, que c'est le président Yahi Boni, l'ancien président avait imposé ou ceci. Rien du tout. Ce qui se passe, c'est que pour le pouvoir central ne maîtrise pas totalement ce qui se passe au niveau local. Mais tant que ce qui se passe au niveau local ne perturbe pas le pouvoir central, bon, le pouvoir central fait comme si il n'a rien vu, il n'a rien entendu. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est toujours le chef qui aiguille. C'est pourquoi je dis ceux qui aiguillent, ce sont nous-mêmes qui sommes cadres, ressortissants de ces localités qui, avant 6 avril 2016, on occupait une position donnée où on n'a pas pu arracher la mairie, on a arraché à un conseil près et puis on refait les 4. La troisième raison qui favorise cette situation, c'est lié au code électoral. Le code électoral, pour éviter qu'un seul individu, le code électoral favorise le regroupement des grands partis politiques. Mais malheureusement, lorsqu'on va vers les alliances des partis politiques, ça fausse les données. Je m'explique un peu. Le code électoral exige que le maire soit issu
du parti majoritaire. Or, pour aller aux élections, on dit en même temps, ce sont les partis politiques ou les alliances de partis politiques. Les partis politiques ont une existence légale, alors que les alliances politiques n'ont pas une existence légale. On dit, dès que ce sont les partis politiques qui forment les alliances, si les partis politiques ont déjà une existence légale, on déduit que les alliances ont une existence légale. Ce qui est un peu faux, parce que les individus qui ne s'entendent pas, compte tenu des intérêts du moment, s'associent et forment l'alliance. Donc dès que les intérêts divergent encore, ils se dissocient. Donc ce qui crée l'instabilité. Vous prenez par exemple le Zou, il n'y a que le maire de... Nous avons 9 communes dans le Zou, mais vous n'avez que le maire de Zanyando seul, qui est le maire de FCBE. Et lorsqu'on dit FCBE, c'est alliance de partis politiques, de personnalités et de mouvements politiques. Les personnalités, ils n'adhèrent même pas au FCBE avec une demande d'adhésion. Donc, ils peuvent sortir à tout moment. Et c'est ça qui crée véritablement l'instabilité. Donc, lorsqu'une alliance politique ou un parti politique obtient une courte majorité, on dit c'est elle qui prend la tête de la mairie. Mais à l'intérieur, il peut y avoir plusieurs tendances. Et lorsque cette donnée change automatiquement, on récupère des conseillers un peu mécontents de l'autre camp pour constituer une majorité pour arracher la mairie. Donc c'est pourquoi l'autre raison qui se justifie naturellement, vous n'êtes pas sans savoir que le président actuel n'avait pas été soutenu au premier tour par de véritables partis politiques, en dehors de partis politiques Force citoyenne, je crois, qui s'est engagé fermement, qui l'a désigné comme son candidat et qui a fait le combat. Je crois que le président s'est organisé d'une manière ou d'une autre pour avoir des coordonnateurs départementaux comme nous, etc. Et c'est au second tour qu'il a eu toutes ses voix pour se faire élire. La conséquence, or, voilà que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique au niveau local. Et c'est ce qui justifie, c'est un repositionnement. Donc en fait, on ne peut rien faire pour pallier à cet état de choses. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que chacun prépare 2019 déjà. Chacun se positionne par rapport à 2019. Et c'est une illusion, les gens pensent que avoir les maires, avoir les mairies, etc., on peut maîtriser le terrain. C'est discutable. Ça va être compliqué de dire qu'on va faire quelque chose pour maîtriser. Non. Parce que je me dis, il y a quand même des effets sur le développement d'une localité. Non, les effets sont néfastes. Depuis 6 avril, même, je ne vais même pas dire 6 avril, depuis la campagne, les conseils communaux ne se tiennent plus. On rejette à tort tel compte, on refuse que le maire doit voyager parce qu'on doit le destituer. Il n'y a rien. Les cellules de passation des marchés au niveau des communes, ça ne fonctionne plus. Les maires se battent et ce que je dis, ne croyez pas que même des partis politiques qui ont soutenu le président actuel au premier tour sont concernés. Vous prenez Didja par exemple, il est concerné. Donc ce n'est pas que c'est les anciens. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de voies de décision dans le Zou, mais le seul maire qui est FCBE dans le Zou, c'est Zanyando. Donc c'est pour dire que ce sont les raisons que je vous ai expliquées, mais je ne vois pas encore l'horizon clair dans cette affaire. Et ça va bouger, parce qu'il y a ce repositionnement. Et quand je dis repositionnement, c'est par rapport aux nouveaux leaders qui sont maintenant au pouvoir. Donc il faut attendre que tout ça se stabilise avant que les villes ne reprennent malheureusement le travail. Malheureusement. Et c'est bien dommage. Alors, Monsieur le ministre, il y a le président Talon avec un conseil des ministres qui a pris une décision par rapport à la cellule présidentielle sur les décrets. Vous avez eu vent de cela? Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu vent de cela et j'ai eu à lire un peu le décret et je me suis dit, bon, certainement le président, sa méthode de gouvernance, c'est la discrétion. Mais les gens pensent que
Et lorsque lorsque vous acceptez appartenir à un pouvoir, même si vous êtes contre une décision, vous êtes obligé de vous taire. Pourquoi? Pour la simple raison que vous ne pouvez pas appartenir à une famille donnée et faire des déclarations publiques pour détruire la même famille. Parce que les décisions au niveau du conseil, par exemple, les décisions se prennent non pas par vote, mais par consensus. Et lorsqu'on dit consensus, même si vous êtes 100 dans la salle et qu'un seul individu a une idée fausse, qu'il arrive à vous convaincre, même si vous n'êtes pas d'accord et que tout le monde s'entend pour dire c'est ça, c'est que ça passe. Dès que ça passe, vous êtes obligé d'assumer. Ce que je regrette dans la décision, mais c'est dû au fait qu'il y avait eu cacophonie dans la prise des arrêtés par les nouveaux responsables, des déclarations par-ci, par-là. Et c'est pour canaliser ça que... Ça, c'est ma lecture. Mais ce que je déplore, c'est l'applicabilité du décret. Et quand moi j'ai lu, je me suis dit, on pourrait insérer un article pour pouvoir faciliter la gestion courante. Parce qu'il y a des actes que les préfets, les ministres peuvent prendre et qui ne relèvent pas d'une analyse préalable. La décision d'un maire, c'est logique. Si le préfet respecte par exemple la loi sur la décentralisation, c'est normal. Le ministre qui veut régler un petit problème dans un service donné n'a pas besoin nécessairement. Donc, il manque peut-être un article qui va peut-être dire, bon, pour les actes qui n'ont pas une incidence directe sur le changement, sur le comportement de la société, ça passe. Et là, le gouvernement peut gérer maintenant à l'interne et discipliner les collaborateurs. Sinon... Parce que beaucoup de personnes déjà se plaignent de la lenteur administrative qui est... Oui, je dis c'est la seule porte de sortie. On ne peut pas... Vous voyez, un gouvernement ne va pas exposer nécessairement les raisons pour lesquelles il a pris tel décret. Donc, vous ne pouvez pas savoir ce qui a conduit là. Maintenant, je dis, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pour régler ça, on peut alléger. Pour dire, bon, sauf certaines décisions qui sont naturelles. Que ça aille à une seule. Parce que mon impression personnelle de la cellule, c'est que on ne peut pas créer une cellule qui va se substituer à tous les préfets, tous les ministres pour pouvoir vraiment maîtriser. C'est vrai qu'on nous dit que lorsqu'on veut étudier une décision d'un ministère donné, le secrétaire général est représenté, etc. Mais ce n'est pas... Pour moi, il y a des choses, c'est régulier et ça doit passer. Ça doit passer, on ne doit pas nécessairement... Je donne un exemple. Le ministre des Finances ou bien le ministre du Travail, on a recruté des fonctionnaires, doit prendre un arrêté de nomination du fonctionnaire. Ça n'a pas besoin d'aller chaud là. Une décision, il y a plein d'arrêtés que le ministre des Finances, il va prendre où ça ne relève pas du tout d'une analyse sur là. Donc il faut que les jurys puissent aider le gouvernement à revoir pour pouvoir... Et là, on va maîtriser le fonctionnement. Bon, peut-être que le décret a d'autres faces. On ne maîtrise pas encore. On ne maîtrise pas, c'est tout. Alors, Monsieur le ministre, vous avez donc été ministre des Transports, puisque vous avez conduit ce ministère jusqu'à l'avènement du régime du président Talon. Il est normal que vous ayez des yeux et des oreilles dans ce ministère. Comment se porte le ministère? Des yeux, des oreilles. Non, un ministre, c'est-à-dire un ministre est un individu. C'est un individu. Donc, quand tu mets à la tête, ça veut dire que tu gères avec les collaborateurs qui sont là. Et les collaborateurs avec qui j'ai travaillé, ils sont tous là. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez, mais non. Si c'est le cas, j'ai été le 7e ministre des Travaux publics pendant les 10 ans. Hein. Donc, ça veut dire que tous les 7 ministres ont des yeux là.
Monsieur le ministre n'a pas les yeux et les oreilles dans le ministère alors? J'ai quitté, bon, j'ai fini avec, c'est fini. D'accord. C'est fini, sauf s'il y a des aspects sur lesquels, puisque c'est notre nation, s'il y a des aspects sur lesquels on m'interroge, je vais apporter ma contribution. Monsieur le ministre, vous êtes maintenant à la touche, il vous arrive de circuler un peu partout dans le pays, de partir, vous avez géré les transports. Est-ce que vous avez le pressentiment qu'avec les moyens que vous avez eus en ce moment-là, vous avez fait quand même ce que vous avez pu pour le pays? Oui, ce que les gens ne savent pas, surtout dans le domaine des infrastructures et des transports, je dis aucun projet de la phase de l'initiation, de l'idée de l'initiation, passant par les études, lancement des travaux, réalisation des travaux, jusqu'à la réception, c'est au moins une durée moyenne de plus de 5 ans. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre une réalisation à l'actif d'un ministre. Ça là, c'est faux. Deuxième chose, c'est même difficile. Il y a des réalisations, on ne pourra même pas chercher à dire on va mettre ça à l'actif d'un régime aussi. Donc il y a des choses qui ont été initiées depuis le temps de Soglo. Et nous élaborons même des plans quinquennaux, des plans sur 10 ans. Donc la conséquence est que c'est des choses qui ont été initiées depuis peut-être le régime de Soglo. Soglo a fait un peu, le général Paix à son âme a continué, Dr Boniaï a fait un peu. Non, il y a beaucoup de chantiers que nous avons laissés. L'administration étant une continuité, le gouvernement actuel fait l'état des lieux. S'il sait que des choses ont été faites dans la régulière, est obligé de poursuivre. Maintenant, si ce n'est pas fait dans la régulière, c'est eux qui sont là aujourd'hui et qui jugent de l'opportunité ou non de telle ou telle action. On n'y peut rien parce que l'État est impersonnel et abstrait. On ne voit l'État, les individus qui sont présents. Eux aussi, ils sont là, ils vont partir un jour, ils vont laisser ça à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Monsieur le ministre, pour conclure, dites-nous quand le président Boniaï passe sa retraite, il paraît qu'il est en 2 avions de temps à autre, est-ce que vous arrivez de lui rendre des visites? Pourquoi vous dites qu'il est en 2 avions de temps à autre? C'est ce qu'il paraît. Il paraît. On s'appelle, on se visite, mais j'ai été le voir maintenant, ça fait quand même un moment, mais lorsque c'est nécessaire, on s'appelle. Mais on ne peut pas, moi-même, on pourrait me dire que je suis en 2 avions. Je ne peux pas, je ne suis pas encore redéployé quelque part, je suis à la maison. Je ne peux pas me lever, je ne sais même pas regarder la télé que des informations. Et depuis qu'il n'y a plus élection ou ceci là, vous comprenez que les télévisions ne sont plus trop nourries. Il n'y a plus d'enjeux. Non, parce que nous vivons sur le sensationnel. Et c'est les aspects politiques qui provoquent le sensationnel. Donc, il y a des amis qui vous invitent parce qu'ils savent que vous êtes libre et qu'ils cherchent à occuper votre temps. C'est pareil pour Dr Boniaï et on doit se réjouir. Si moi j'étais à sa place, je disais bon, je prenais un repos mérité parce que lui, il a souffert plus que nous. Il a souffert plus que nous. Moi, je suis venu l'accompagner 10 mois dans le ministère chargé des relations avec les institutions et 10 mois dans le ministère des Travaux publics et des Transports. Donc c'est tout à fait normal. Mais je dis que sa sortie, quand on le voit quelque part, c'est un événement. On ne peut absolument rien. Le président Soglo descend là maintenant, vous allez voir, c'est un événement. C'est un ancien président. Dr Boniaï, pour lui, c'est récent, il vient de descendre. Moi qui suis ici, je descends, même si c'est une petite buvette, tu descends là, c'est un attroupement. Ah, c'est monsieur le ministre. Donc, on n'y peut rien. C'est pourquoi je dis qu'on ne voit pas ces sorties comme étant fait ombrage au nouveau, etc. Non, on doit même cultiver en Afrique la paix. Vous voyez ce qui se passe dans les autres pays. Effectivement. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Vous avez un mot pour conclure? Un mot, je vais profiter de votre canal pour m'adresser à tous les conseillers pour dire que vraiment, même s'il faut tenir compte du repositionnement, qu'il faut mettre devant le développement de nos localités et faire des analyses. Parce qu'il y a des endroits où on veut destituer pour montrer qu'il n'a pas fait ce qu'on lui demandait avant et on veut le faire remplacer par des gens qui ne sont pas aussi valables. Moi, quand c'est comme ça, je dis ce n'est pas bien.
Mais si on veut destituer, et que l'objectif, c'est de faire remplacer par des gens qui sont capables de faire plus que celui qui est là, bon, feu vert. Pour que véritablement nos localités ne souffrent pas de développement. Mais c'est une question de temps. D'ici vers la fin de l'année, vous allez voir que tout va se stabiliser et la vie va reprendre son cours normal. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes Gustave Sonneau, ancien ministre des TP au temps du président Boni Yayi. On retiendra de l'entretien qu'il n'y a pas d'insécurité zéro, donc l'insécurité n'est pas le fait d'un régime et la destitution des maires n'est pas du tout bénéfique pour la nation. Donc, il y a eu un mot de fin à l'endroit des conseillers. Merci à tous et à toutes pour nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain sur l'invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.